Les gars, je suis trop content, j'ai enfin sorti le plus gros projet de ma chaîne YouTube, la construction de mon bunker pour fêter le 1 million d'abonnés, un projet sur lequel je bosse depuis déjà plus d'1 an. On va lire un peu les commentaires pour voir à quel point vous avez kiffé ce premier épisode. Du grand n'importe quoi, Henri, y aura-t-il des morts sur la conscience? L'important c'est de faire des vues, j'imagine, rien de durable. Faut tout savoir, non mais c'est stupide et dingue, c'est littéralement du suicide. Et il n'y a rien à apprendre de cette vidéo, tous les projets sont réalisés en mode YOLO, en dépit de tout bon sens. YOLO! Tu en as chié pour les travaux, et en plus tu te fais frapper dans les commentaires. Courage. Bon, ça fait quelques jours que la vidéo est sortie et j'ai eu le temps de digérer tout ça. Mais maintenant, faut prendre une décision. J'ai bien vu que personne me suivait sur ce projet, c'est dangereux, c'est bâclé, et en plus j'ai pas réfléchi avant de commencer. Le deuxième épisode devait sortir assez vite, et vous l'avez vu, entre temps il y a eu d'autres projets, mais pas de nouvelles du bunker. Alors aujourd'hui, on va détruire ce qu'on avait commencé, reboucher le trou, et faire un potager à la place. Je vous avais dit que j'abandonnerais jamais, mais ce qui m'a fait changer d'avis, c'est principalement le fait que je n'ai pas de parole, je suis une énorme merde, et à la moindre difficulté, la moindre critique, je me couche. Vidéo high kick tout de suite. Évidemment, c'est faux. Dans cette vidéo, on va essayer de terminer le projet et de faire un truc de fou. Pour la première fois, depuis la création de ma chaîne, l'espace commentaire s'est vraiment scindé en deux groupes. Des gens qui ont adoré le projet et qui m'ont encouragé pour la suite, et d'autres qui ont mal vécu le fait de voir quelqu'un qui ne lâche rien. Pourquoi ils l'ont mal vécu? Parce que quand on se sent pas capable d'être déterminé dans sa propre vie, c'est beaucoup plus simple de rabaisser les autres que de s'élever soi-même. Je le montre peut-être pas assez dans mes autres vidéos, mais c'est tout le temps comme ça. Rien ne se passe comme prévu, il y a toujours des galères, et c'est ça qui est stimulant. C'est ce qui permet d'apprendre des choses. Je commence avec les mêmes connaissances que la majorité d'entre vous et j'apprends en faisant des conneries. Ces gens croient que je fais tout au pif, mais c'est la magie du montage qui donne l'impression que tout est simple et rapide. La vérité, c'est que ce tournage s'est étendu sur plusieurs mois. J'ai eu le temps de demander conseil à des professionnels, d'éplucher des articles sur différents sites et même de regarder du contenu pour déterminer la meilleure des solutions. Et vous pensez que vous, en ayant regardé 10 minutes de vidéo, sans connaître la réalité du terrain et sans avoir fait de projet similaire dans votre vie, vous avez la solution? Eh ben bravo, vous êtes des génies. Créez votre chaîne YouTube, montez votre boîte et dans un mois vous m'aurez dépassé. Mais d'ailleurs, c'est sans doute déjà le cas. Si vous avez autant de temps pour commenter, recommenter des messages haineux sous cette vidéo, c'est sans doute que vous êtes tellement au-dessus des autres que vous avez acquis votre liberté financière qui vous permet de dégager du temps pour ce loisir très épanouissant. Quand on l'a dans le sang, on l'a à vie en fait. Évidemment, les commentaires que je viens de vous lire sont très minoritaires. Il y a eu énormément de retours très positifs et je vous en remercie. Malheureusement, je peux pas répondre à tout le monde. En tout cas, je les lis quasiment tous. Il y a même eu des conseils très intéressants d'experts dans leur domaine et ça me rassure qu'ils soient là pour remonter le niveau. J'ai eu des dizaines de messages de géotechniciens sur Instagram, sur YouTube, par mail, un métier que je connaissais même pas. Par contre, il y a eu des messages à la limite de l'insulte. Vous pourrez aller voir sous la vidéo, j'ai tout laissé. Je pars du principe que quand les commentaires sont débiles et infondés, ils se ridiculisent tout seuls. En plus de participer au référencement de la vidéo. Merci les gars. Le problème, c'est qu'on a toujours tendance à avoir plus d'intérêt pour le négatif que pour le positif. Et je vous cache pas que ça m'a un peu miné le moral. Pas parce que ces commentaires me touchent directement, mais parce que j'ai mis tellement d'énergie dans ce projet que ça m'énerve de pas pouvoir répondre directement aux commentaires de Jean-Michel. Jean-Michel, c'est un gars qui se réveille aux alentours de 14 h du matin. Grand sportif, ses déplacements s'étendent de son lit à son ordinateur et de son ordinateur à ses chiottes. Il a un avis sur tout, mais n'a jamais rien fait. Et il se détend en écrivant des petits commentaires incisifs pour essayer de tirer les autres vers sa propre médiocrité. Le pire, c'est que Jean-Michel ne répond plus quand on lui propose de discuter. Jean-Michel est un lâche. J'ai essayé d'avoir une discussion avec plusieurs d'entre eux. J'aurais dit venez sur Instagram, je veux vous entendre de vive voix. Bon, j'avoue que je voulais mettre quelques passages dans ma vidéo de la PLS argumentative que j'allais leur infliger. Et là, silence radio. Pas de nouvelles de Jean-Michel. Et oui, c'est plus compliqué de débattre avec de vrais arguments que de lâcher 2-3 commentaires insultants. Alors je vais pas faire l'honneur à ces QI négatifs de lire leurs messages, mais je vais répondre à 2-3 questions qui reviennent. Ouais, t'as pas honte de mettre tes employés au fond d'un trou qui est en train de s'effondrer? Et le droit du travail? Bon Léo, t'as pas eu peur quand t'es descendu dans le trou du bunker? Je suis pas descendu. Ah bah si, c'est Jean-Michel qui le dit là. Il a regardé la vidéo, il sait mieux que toi. Alors à aucun moment dans cette vidéo, tu verras un employé descendre dans le trou. Effectivement, il y a des gens qui sont descendus dans le trou, mais ce ne sont pas mes employés. Et tous les plus gros risques, je les ai pris moi-même, sachant que c'est quand même des risques très mesurés. Faut savoir que la terre est tellement argileuse qu'elle était super rigide, et elle ne s'est absolument jamais effondrée, sauf quand il y a eu le déluge. Mais bizarrement, c'est pas le moment que j'ai choisi pour creuser mon trou. Et d'ailleurs, après, avec tous les renforts en bois, ça tenait super bien. Mais Jean-Michel, qui a vu le timelapse bien accéléré, c'est évidemment beaucoup mieux que tous les gens qui étaient présents sur le chantier. Ouais, mais t'es malade, pour l'environnement, t'es en train de polluer une nappe phréatique. Je vais même pas répondre à cette question parce que ceux qui m'ont dit ça ont toujours pas expliqué comment j'aurais pu polluer une nappe phréatique. Le béton a été coulé dans une bâche et il y a eu absolument aucun contact avec l'eau. Mais en fait, c'est peut-être la terre qui a pollué l'eau. Et l'eau n'avait absolument jamais été en contact avec la terre auparavant. Tiens. C'est de l'eau qui s'infiltre dans la terre sans la toucher. Encore une découverte brevetée par Jean-Michel. Est-ce que je mentionne les tonnes et les tonnes de déchets que j'ai
j'ai retiré du sol, carcasse de voiture, huile de vidange, carte électronique. Ah non, ça a froissé Jean-Michel. Il y a des mots magiques comme nappe phréatique qui provoquent une réaction dans la tête de certains, ils arrêtent complètement de réfléchir et enclenchent le pilote automatique en tant que sauveur de notre belle planète. T'es malade de couler du béton, ce projet est un désastre environnemental. Et tu vis où mec? Dans une maison en paille? En plus d'être une petite maison autonome grâce à l'eau de pluie et les panneaux solaires, le bunker est sous terre, donc inutile de préciser qu'en hiver il faudra très peu le chauffer et en été il va conserver une température très agréable. En fait je sais même pas pourquoi je réponds à ce genre de commentaires, cette hystérie qu'ont certains pour les questions climatiques les dispense de toute réflexion logique. Quant au fait que je ferais pas appel à des pros pour m'expliquer leur métier, je pense que c'est quelqu'un qui a jamais regardé une vidéo de la chaîne. Il y a eu quelques commentaires intéressants sur la poussée d'Archimède, faut-il encore la calculer? Au début le bunker devait être totalement enterré, sauf que vous avez bien vu dans la première vidéo, j'ai fini par le remonter. Du coup avec le peu d'eau qui se trouve au contact avec le fond du bunker, en comparaison avec le poids des matériaux qui se trouvent au-dessus, et bah il y a peu de chances qu'ils se mettent à flotter. Mais ça reste une réflexion très intéressante. Les commentaires qui se trouvent sous cette vidéo sont à la fois une mine d'or et un gigantesque tas de merde. Merci à ceux qui m'ont défendu dans les commentaires, mais vraiment, perdez pas votre temps avec ces gens-là. C'est la première fois que ça arrive sur ma chaîne et j'aurais pu faire semblant que j'ai rien vu. D'ailleurs, ça aurait été, je pense, beaucoup plus intelligent. Mais ce genre de critique, ça peut tous nous arriver au quotidien. Et ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il faut s'en servir comme d'un moteur. Au lieu de répondre à ces gens-là par la parole, répondez-leur avec vos actes. J'ai un profond respect pour ceux qui font et j'essaye d'apprendre de ces gens-là. Vous l'avez vu, c'est les valeurs que j'essaye de vous transmettre sur cette chaîne. J'ai un profond mépris pour ceux qui disent et ne font jamais rien. Je les écoute et je prends bien soin de faire l'inverse. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'entendre « Henri, t'en fais qu'à ta tête, t'écoutes pas ce que je te dis. » Et tout simplement parce que tu n'es pas qualifié. Tu n'es pas du tout qualifié. J'ai envie de maîtriser un maximum de domaines. Évidemment, je serai jamais expert en rien, et d'ailleurs j'en ai pas la prétention, mais j'ai envie de savoir faire un peu de tout. Et c'est un peu ça le but de ma chaîne. C'est un parcours d'apprentissage, de découverte dans plein de domaines. Mais si j'ai envie de comprendre comment on construit un mur en parpaing, je vais pas me renseigner auprès d'un vendeur de légumes. Globalement, tout le monde donne son avis en permanence. Mais si je peux vous donner un conseil, c'est d'arrêter d'écouter ce que les gens disent, mais plutôt d'observer ce qu'ils font. Donc là, pour la suite de la vidéo, je vais pas vous dire que je suis certain d'y arriver. Par contre, je vais vous dire que je vais faire tout ce que je peux pour réussir, et après, ce sera à vous de juger à la fin, en fonction de ce que j'aurai fait. Les gars, c'est la deuxième vidéo du bunker et on va enfin pouvoir continuer parce qu'on a eu énormément de galères dans la première, vous l'avez vu. Et pour couler tout ce béton, on n'est pas tout seul. Vous avez vu ma tenue, c'est la tenue de barbecue. On va se faire un barbecue solaire. On prend quelques forces et on coule tout le béton. Je voulais vraiment tester un barbecue comme ça avec EcoFlouse, la marque qui économise du flouze sur le dos des petites entreprises. Ah oui, je vous ai pas tout dit, j'étais pas au bout de mes galères pendant la première vidéo. Il y a des choses que je vous ai pas racontées et qui ont rendu le projet encore plus compliqué. La vidéo que vous êtes en train de regarder aurait dû être sponsorisée par une marque qui avait signé un contrat pour 2 vidéos. Et malheureusement, elle a décidé de ne pas honorer le contrat et de se retirer pour la deuxième vidéo. Je vous cache pas que ça me met un peu dans la merde parce que quand je fais une aussi grosse vidéo, je calcule le coût total et la rentabilité du projet. Et là, malheureusement, c'est plus vraiment rentable pour mon entreprise. Mais c'est pas grave, on va pas s'arrêter à ça. Cette marque a été tellement malhonnête, je retravaillerai plus jamais avec eux. Alors qu'en plus, je vais pas cracher sur ces produits parce que je les adore. Et même s'ils m'ont fait un sale coup, je vais pas changer d'avis pour autant. Je vous raconte très rapidement dans les grandes lignes parce que j'ai pas envie qu'ils s'en sortent comme ça et après on continue la construction. L'année dernière, on a fait une vidéo avec eux et ça s'est super bien passé. Sauf que la personne qui était responsable des partenariats est partie de cette entreprise et elle a été remplacée par quelqu'un qui, en plus d'être malhonnête, est vraiment incompétent. La première vidéo du bunker devait sortir en mai et on devait y présenter un produit qui nous a envoyé très en retard. Comme les dates étaient fixées par le contrat, on a quand même commencé le projet, mais on a dû faire plusieurs pauses en attendant de recevoir les produits. Sauf qu'ils arrivaient jamais. Donc ils nous ont demandé de changer et de faire la première vidéo sur des produits qui étaient normalement dédiés à la deuxième vidéo. Ça, on les avait déjà reçus. Je vous passe énormément de galères. Normalement, c'est pas moi qui m'occupe de ça, mais j'ai dû reprendre le flambeau parce qu'il fallait vraiment qu'on puisse sortir cette vidéo. On leur envoie une première version de la vidéo, donc très en retard, mais ils nous disent qu'il faut encore attendre pour faire la présentation de ce fameux produit qu'on a pas reçu. Je leur dis ok, mais on peut attendre encore 2 semaines et après ça, on sera obligé de publier la vidéo. La dernière livraison, et en plus un truc super important, le câble d'alimentation, arrive après ce délai. Donc je prends la décision de publier la vidéo avec quand même plus d'1 mois de retard. De toute façon, je refuse de présenter un produit que j'ai pas pu tester. Évidemment, dans ce genre de placement de produits, on doit nous les envoyer bien en avance. Donc en fait, il y avait beaucoup plus qu'1 mois de retard. Après ça, incroyable, ils nous disent qu'ils veulent plus faire la deuxième vidéo. Donc là, je leur ai envoyé un dossier de 4 pages avec toutes les preuves expliquant tout ce qu'ils avaient pas respecté dans le contrat. Ils ont jamais assumé d'avoir envoyé les produits en retard. Et est-ce que vous savez comment ils ont justifié le fait de ne pas sponsoriser la deuxième vidéo? Selon eux, j'ai utilisé un produit qui normalement s'utilise
l'utilise à plat en le redressant vers la caméra. Ce qui est, je cite, une erreur inacceptable. C'est honteux! Dans la première vidéo, ils voulaient rajouter la présentation du produit que j'ai pas pu tester et ils ont reçu 3 commentaires négatifs. Je vais pas m'arrêter sur le fait que ces 3 abonnés doivent avoir une vie assez triste pour avoir le temps d'envoyer des messages à une marque pour critiquer ma vidéo. Sauf que tous ces arguments sont complètement fallacieux, c'est un prétexte et on a la preuve. On a un message du 12 juin, donc quasiment un mois avant la publication de cette vidéo, où ils nous disent que finalement ils veulent pas faire la deuxième. Donc c'est pas du tout à cause de ces raisons-là. La réalité, c'est que c'est à cause du retard, qui d'ailleurs est complètement de leur faute, qui leur empêche de faire la promotion d'un produit qui est une clim, alors que potentiellement ça va être bientôt la fin de l'été. C'est typiquement des gens malhonnêtes qui ont fait une erreur et qui veulent nous en faire assumer les conséquences. Comme ils savent très bien qu'on est une petite entreprise et que même si on a tous les arguments et les preuves, on n'ira jamais en justice, bah ils s'en tirent super bien. Au début, ils voulaient même payer que la moitié de la première vidéo. Ah mais fallait le tenter, hein, ils ont raison. Le problème, c'est que maintenant les produits qu'ils m'ont envoyés, je suis obligé de les utiliser pour ce projet. Je peux pas tout racheter, mais j'ai pas du tout envie de faire de la pub gratuite pour des gens aussi malhonnêtes. Donc maintenant, on va les appeler EcoFlouse, la marque qui économise du flouze sur le dos des petites entreprises. Bref, vous comprenez dans quel mood j'ai été ces derniers mois. J'ai essayé de pas en parler au début et de sortir mes projets comme si de rien n'était, mais je vous cache pas que ça a été dur. Et là, j'ai trop parlé, donc on va s'y mettre et on va le réussir ce projet. En plus des murs en béton armé, on a rempli de béton l'espace entre les murs et la bâche pour plus de solidité avant de monter la deuxième partie des murs. Évidemment, on n'oublie pas la ferraille à chaque étage avant de couler l'intérieur des blocs. Les blocs à bancher sont remplis de béton, mais pas tout à fait jusqu'en haut parce que j'ai quand même envie que la dalle du dessus puisse couler à l'intérieur. Et là, on va enfin pouvoir passer à l'assemblage du plancher. Ça va aller super vite. On dispose les poutrelles et on emboîte les entrevous par-dessus. Ça y est, j'ai terminé le coffrage qui va me permettre de couler la dalle du dessus. Et pour ça, j'ai utilisé un système que je trouve super pratique. J'ai découvert ça sur la chaîne YouTube Maçon du 47, je crois. Ça se présente comme ça. Une équerre qui va prendre appui à l'intérieur du mur et une deuxième équerre qui va s'emboîter dessus. Elle va permettre de tenir la planche de coffrage parfaitement alignée avec le mur. Donc comme ça, on devrait avoir une dalle magnifique. J'ai évidemment mis énormément de ferraille pour avoir un bon béton armé. Et en plus de ça, j'ai mis un léger angle sur les planches de coffrage parce que j'ai envie que la dalle ait une petite pente pour bien évacuer l'eau. Bon bah c'est parti, on coule tout ça. En rentrant dans le bunker, je me suis rendu compte que c'était complètement rempli d'eau, mais on a une bonne nouvelle. C'est uniquement de l'eau de pluie, il a beaucoup plus cet été, mais visiblement, il n'y a pas d'infiltration par en dessous. Donc j'espère que ça va continuer, on croise les doigts. Donc voilà un peu la quantité d'eau de pluie dans le bunker, c'est énorme. Je sais pas combien il y a au moins 25-30 cm peut-être, c'est hyper profond. Vous avez vu que j'ai coulé les murs du bunker en béton armé dans des blocs de coffrage. Et en plus de ça, j'ai rempli derrière les blocs avec du béton pour que ça épouse parfaitement la forme de la bâche. Le problème, c'est qu'à un endroit, il y avait très peu d'espace entre la bâche et le mur. Et pour le coup, je suis pas sûr qu'on ait assez d'épaisseur. Donc mon idée, c'est de creuser complètement le côté de la barricade en bois pour la décaler et pouvoir recouler du béton derrière. On a réglé le problème de l'eau qui pourrait s'infiltrer par en dessous du bunker, mais je veux à tout prix éviter que l'eau puisse s'infiltrer par dessus à l'intérieur de la bâche. Et donc pour ça j'ai eu une idée, c'est de replier la bâche sur le mur et de couler une petite margelle en béton par-dessus. Ça fera une première protection parce que la bâche va se retrouver en pente et l'eau pourra couler par-dessus, mais la margelle, en plus de retenir la bâche, va être revêtue d'un vernis bitumineux qui va offrir une deuxième couche sur laquelle l'eau peut ruisseler. Donc avec ça, théoriquement, on n'aura pas de problème. Revoilà la pelleteuse. Dans la précédente vidéo, vous aviez vu que j'avais nivelé le
terrain, mais là en plus j'ai dû transporter toute la terre pour la mettre dans une benne. Si je peux vous faire un retour en plus, c'est vrai qu'elle avance pas super vite, ça aurait été mieux si j'avais un mini chargeur, mais j'en suis toujours aussi content, elle a été indispensable pour ce projet. Mais en plus, le truc que j'aimais pas trop dont je vous avais parlé, à savoir l'attache rapide, et ben ils en ont sorti une nouvelle, donc je vous en dirai un petit peu plus quand je l'aurai reçu. Ah oui, et on en parle de ce que vous avez fait le jour où j'ai sorti la vidéo de la pelleteuse. Vous avez complètement fait sauter le site, plus rien fonctionnait, en même temps il y a eu à peu près 40 000 connexions, et en plus de ça, il y avait un widget sur lequel on pouvait cliquer pour faire les devis, et ben ça aussi vous l'avez fait sauter, sauf que ça appartenait pas à l'entreprise qui vend les pelleteuses, c'est une start-up qui crée ce type de widget, et ben vous avez fait sauter énormément de sites qui étaient sur le même serveur. Vous avez été tellement nombreux qu'ils ont cru qu'il y avait une attaque DDoS, et tout a été coupé, ils ont passé la nuit à tout remettre en route. Donc bref, ils étaient pas trop prêts à avoir autant de visites. En même temps, moi non plus, j'imaginais pas qu'il y avait autant de gens qui étaient intéressés par les pelleteuses. Pour moi, c'est mon rêve de gosse, mais je pensais pas que ça intéresserait autant de gens. Il y en a qui ont fait un très bon commentaire sur la dernière vidéo, ils demandaient s'il fallait pas lester la cuve avec du béton pour éviter qu'elle remonte si un jour elle est complètement vide. Et bah oui, on va le faire, et en plus de ça, on va en profiter pour relier les tubes PVC dans lesquels les gouttières vont se jeter pour remplir la cuve. J'ai commencé à essayer de creuser à la pelleteuse, et une fois que j'ai mis un coup de godet dans le couvercle de la cuve et qui s'est évidemment percé, et ben j'y suis allé à la main, ce qui est beaucoup plus long. Alors oui, ça aurait été mieux de le faire dans la précédente vidéo, mais malheureusement c'était déjà tellement compliqué que je pouvais pas rajouter une étape comme ça. Maintenant que le sol est plat, c'est quand même beaucoup plus simple à faire. On commence par les drains qui vont récupérer l'eau autour du bunker et les acheminer dans le puits. Ensuite, on s'attaque à l'eau et l'électricité. Et pour terminer, aux eaux de pluie qui vont se jeter dans la cuve. Le tuyau noir, c'est le trop-plein de la cuve qui va se jeter dans le puits, et j'ai fait un assemblage de coudes pour faire un siphon et éviter que des petites bêtes rentrent dans la cuve. Les deux tuyaux flexibles vont permettre de pomper l'eau de la cuve en direction du bunker. Va quand même falloir commencer à rajouter un peu de verdure parce que là c'est triste. Donc on a acheté une fougère arborescente. Alors ça ressemble un peu à un palmier, mais c'est une fougère. Je commence par étaler de la grave pour stabiliser le terrain et je rajoute du sable par-dessus pour que ce soit parfaitement plat. Le trou du puits est vraiment trop grand, il va falloir rajouter une trappe par-dessus, et j'ai décidé de la faire avec des chutes de métal. En l'occurrence, je l'ai faite avec la palette en métal qui a permis d'acheminer la nouvelle machine laser jusqu'ici. Et en plus de ça, ça va être l'occasion de l'utiliser pour la première fois en découpant une tôle. La trappe est terminée, maintenant je vais couler du béton tout autour que j'ai fait avec des bordures de jardin pour avoir un couvercle en béton armé qui bouge pas.
nivelé le terrain du mieux que je pouvais et ensuite j'ai loué une plaque vibrante pour pouvoir tasser le sable. Et si seulement j'étais pas tombé sur le seul jour de la semaine où il pleuvait, la plaque s'est complètement embourbée. Bref, c'est impossible de tasser. Ce hangar, je vais complètement le refaire. Donc j'en profite pour couler des long greens en béton armé sur un des angles pour préparer un peu ce projet-là parce que de toute façon, c'est collé au bunker. Dessus du bunker, j'ai envie de le faire en carrelage. Et pour avoir une double protection, je vais réaliser une étanchéité en dessous. Et pour ça, j'y connais pas grand chose, donc j'ai fait confiance au conseil d'Éric le carreleur et j'ai pris la même natte d'étanchéité que lui, elle est désolidarisante. On la fixe à la colle à carrelage et on fait les bandes de jonction à la PU. Pour les côtés, comme c'est des parties verticales, je ne pouvais pas utiliser la même natte, donc c'est une natte beaucoup plus simple, qui ressemble d'ailleurs aux bandes de jonction. Après, théoriquement, il suffit de coller le carrelage par-dessus, et donc on aura deux étanchéités, une avec les joints du carrelage et une avec la natte. J'avoue que j'étais pas du tout rassuré, j'ai l'impression que la natte d'étanchéité adhère pas du tout, ça me fait super peur parce que je me dis mais à quel moment des carreaux vont pouvoir tenir à la verticale là-dessus. Mais j'ai appelé Éric le carreleur et il m'a dit bah, écoute, ça a l'air à peu près normal, attends quelques jours parce que la colle est pas encore sèche et il faut vraiment que les fibres de la natte puissent se lier à la colle. Donc on va attendre quelques jours avant de pouvoir carreler par-dessus. J'ai essayé de découper le carrelage à la carrelette, mais comme il est un peu texturé, ça casse directement, donc je suis obligé de tout faire à la meuleuse. Les gars, les joints époxy, c'est ce qu'il y a de plus étanche et de plus durable. Par contre, je pensais pas que ça séchait aussi vite dans le pot. En même temps, je savais pas, j'ai pris un gros pot, donc 5 kg. Et au bout d'un moment, il devenait tellement visqueux que je me suis mis à l'appliquer partout. Et puis je me suis dit, bon, je nettoierai après, grave erreur. Ce qui s'est passé, c'est que ça partait plus du tout. J'ai tout essayé avec des éponges, de l'acétone, ça partait pas. J'en peux plus, je sais même pas comment je vais faire pour enlever tout ce joint. C'est la galère là. Et j'ai fini par mettre de l'eau par-dessus et gratter avec une brosse métallique. C'est le seul truc qui pourra vous sauver. Le début est super clean. Par contre, dès l'instant où je me suis fait prendre par le temps, le résultat est pas aussi qualitatif. Il faudra que je passe un produit pour enlever le voile d'époxy que j'ai laissé sur les carrelages. Et surtout, j'ai passé à peu près 4 heures à tout gratter, donc j'ai pas du tout fini. Il me reste encore la moitié des joints à faire. J'ai disposé le carrelage de façon assez étrange. Ici, on a des petits morceaux et au bout, on n'arrive pas tout à fait à un carreau complet, ce qui m'a obligé à faire un joint assez épais. Il y a une raison à ça. Je me suis arrangé pour tomber parfaitement au bord des carreaux au niveau de la trappe, pour que la trappe se fonde le plus possible dans le sol et qu'elle soit pas trop visible. J'ai laissé le carrelage dépasser de quelques millimètres pour que l'eau ne ruisselle pas sur la paroi verticale et qu'elle goutte dans un système qu'on va fabriquer dans une prochaine vidéo. Il y aura une vidéo complète de la fabrication de la trappe sur ma chaîne Henri Debout, donc allez vous abonner. Avec du Kumaru qui me restait, on va fabriquer une bordure en bois pour délimiter le gazon.
Même si c'est du bois exotique et qu'il est très résistant, j'ai pas envie qu'il touche directement le sol parce que ça risquerait de pourrir. Donc j'ai trouvé ces petits pads en caoutchouc qui vont permettre à l'eau de passer en dessous des lambourdes. Yo. On arrive sur un problème de taille, le couvercle de la cuve. Alors déjà je vais le remplacer parce qu'il était troué, mais c'est pas ça le souci. Dans la première vidéo, quand il y a eu des mouvements de terrain, la cuve s'est légèrement inclinée et donc forcément le couvercle aussi. Sauf que moi j'ai envie d'avoir un truc parfaitement plat pour pouvoir marcher dessus. Alors je pourrais combler le vide avec du sable, mais si j'ai envie d'ouvrir la cuve, ça va être la galère. Donc je suis parti sur une autre technique, je vais recouvrir le couvercle avec de la mousse d'isolation pour faire un truc parfaitement plat et par-dessus, je vais couler de la résine avec de la fibre de verre. Les galères ne sont jamais terminées. Contre ce mur, on a une dalle qui est un petit peu plus haute que le reste du jardin, donc j'ai pas mis de grave, j'ai directement étalé du sable. Forcément, la couche était un peu plus épaisse. Ce sable est très dur quand il est sec. Sauf qu'il y a 2 jours, il a beaucoup plu et c'est devenu un énorme bourbier, on s'enfonçait complètement. Du coup, il va falloir qu'on trouve un moyen de stabiliser cette bande, et ce moyen, je l'ai appelé la chape sauvage. C'est pas du tout un sable qui est fait pour être mélangé avec du ciment et faire une chape, mais on va le faire quand même et voir ce que ça donne. Comme on a une dalle, le couvercle de la cuve, le couvercle du puits, je peux pas mettre du vrai gazon parce que ça va faire des trous partout, ça va être très moche. Donc j'ai commandé des échantillons de gazon synthétique pour voir ce que ça donne. Je dois dire que contrairement à l'idée que je m'en faisais, c'est assez réaliste, donc on va partir là-dessus. C'est Beau Gazon qui fait ça et c'est pas du tout une OP, je leur fais de la pub gratuite parce qu'ils ont été hyper sympas. Il y a eu un problème sur la production du gazon que j'avais choisi à la base, donc ils m'ont passé sur un modèle un peu plus cher et ça gratuitement. Je précise qu'ils savaient pas du tout qui j'étais à ce moment-là, donc c'est pas intéressé et ça j'apprécie. Ils méritent cette petite pub, contrairement à EcoFlows. J'ai mis du géotextile sur toute la surface du jardin et j'ai ramené les rouleaux de gazon. Ça pèse une tonne, c'est n'importe quoi. Maintenant, on va faire toutes les découpes et coller les bandes de jonction. J'avoue qu'au début j'étais un peu déçu du gazon parce qu'il n'avait pas cet aspect aussi réaliste que l'échantillon que j'avais reçu. Mais on m'avait dit qu'il fallait acheter ce genre de truc. C'est pas une tondeuse, c'est une brosse qui va redresser les poils du gazon et en même temps enlever les poussières. Et ben je vais vous montrer, ça change absolument tout. Tout le monde connaissant ta valeur, tu sortirais grandi du projet en l'abandonnant.
Dans la prochaine vidéo, on va s'occuper de l'aménagement intérieur et ça va être probablement la plus intéressante. Vous vous êtes peut-être demandé pourquoi j'ai mis une trappe dans le couvercle du puits. Eh ben c'est pour ça. Là je vois plus rien.